Alors, Gabriel Galis, vous êtes le directeur de l'Institut international pour la paix à Genève. Merci de nous recevoir. Le 27 août dernier, Emmanuel Macron a déclaré que le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad serait une erreur funeste. Que pensez-vous de cette déclaration alors qu'on s'achemine probablement vers la fin de la guerre en Syrie? Alors d'abord, un rectificatif, je suis devenu président de l'Institut international de recherche pour la paix. J'ai été anciennement directeur, enfin c'est pas très important. Sur Emmanuel Macron, je pense qu'il lui arrive de dire des choses assez irresponsables. Il n'est pas de la capacité juridique et même de la responsabilité politique du président de la République française de se prononcer sur la fonction d'un dirigeant d'un pays étranger. Aussi simple que ça, quel que soit le président. Il n'est pas plus légitime d'ailleurs que quand le président Obama recommandait au peuple allemand de voter pour Angela Merkel ou de voter pour Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous avez gardé en mémoire qu'il y a une vidéo du président Obama appelant le peuple français à voter Macron. C'est tout simplement inadmissible, ça s'appelle l'ingérence. Donc, en dehors du fait que c'est un peu décalé, en dehors du fait que Macron de temps en temps veut se présenter comme médiateur, donc on ne peut pas être médiateur et joueur sur le terrain. Quand vous êtes un arbitre, vous n'allez pas jouer sur le terrain en disant voilà. Bon, moi je pense qu'il y a effectivement un président qui a été élu en Syrie. Même les adversaires du gouvernement disent qu'il a une majorité dans la population. On peut faire un sondage, on peut refaire les élections sous contrôle international si on veut. Il aura 60%, 70%, 80%, j'en sais rien. Mais il a une grande majorité derrière lui, tout simplement parce que les gens ne veulent pas installer des djihadistes au pouvoir, et notamment toutes les minorités chrétiennes, qu'elles soient orthodoxes ou pas, de différentes filiations religieuses, et chrétiennes en particulier. Donc, le président de la République s'occupe de la France, point, c'est sa compétence, ça. Ailleurs, il a déjà assez à faire avec son pays pour ne pas s'occuper des autres. Le 4 septembre dernier, Donald Trump a mis en garde la Syrie et ses alliés concernant l'offensive d'Idlib en s'inquiétant des nombreux morts, je crois des centaines de milliers, qu'elle pourrait engendrer. Quel est votre commentaire? Oh bah écoutez, quand c'était à Deir ez-Zor, quand c'était à Mossoul, quand c'était ailleurs, on ne s'est pas tellement occupé du nombre de morts, hein. Vous avez vu, c'était toujours les reportages sur les tirs russes. Mais quand il y avait des tirs de mortier de la coalition conduite par les États-Unis, on n'en a pas parlé. Y compris en Syrie, y compris en Irak, y compris au Yémen. C'est quand même assez beau le Yémen, hein, où la France a vendu des Rafales à l'Arabie Saoudite, dont elle ne savait pas qu'ils allaient être utilisés contre la population là-bas, alors que la guerre a été déclarée depuis longtemps. Donc c'est une grosse plaisanterie. Effectivement, on ne voit pas pourquoi le régime voudrait massacrer sa propre population, sauf qu'on sait que les terroristes prennent la population en otage. Ils les mettent parfois dans des cages au-dessus des immeubles, ils les utilisent comme boucliers vivants, et donc à partir de ce moment-là, il y a des morts. Mais il y avait aussi des morts quand on parlait d'Alep. On parlait toujours d'Alep-Est, qui était détenu par les terroristes. On ne parlait jamais des tirs qui ont été faits. Et là aussi, Caritas Syrie, un témoignage qui est disponible sur Internet, avec des religieuses présentes sur place, qui disent mais on ne parle jamais des tirs qui sont faits sur nous, des enfants qui ne vont plus à l'école parce qu'ils sont tirés par les gens. Donc si vous voulez, il y a toujours les bons et les mauvais dans la vision occidentale des choses, et ce n'est pas correct, tout simplement. Bien sûr qu'il y aura des morts, mais quelle est la solution? C'est de laisser les terroristes prendre le pouvoir? Il n'y a pas de guerre sans mort, il ne fallait pas les installer, ces gens-là. Et c'est ce que dit cet auteur-là, on récolte, qui sème le vent récolte la tempête, ça c'est le premier volume du livre de Luders, et le deuxième c'est effectivement sur les conséquences du fait que l'Occident a semé le vent, et avec les histoires de la façon dont au Moyen-Orient on a semé le chaos, en Syrie, et ensuite en Iran en 1953, etc. On oublie toujours la profondeur historique des événements. Tout récemment, l'armée israélienne a reconnu avoir mené plus de 200 frappes en Syrie. À quelle logique répond cet aveu? C'est un peu faire monter la pression, d'autant que maintenant ils savent qu'ils ont le soutien des États-Unis. Ils ont un soutien inconditionnel. Du temps d'Obama, il y avait une position modérée.
Moi, j'étais pas de ceux qui étaient fanatiques d'Obama quand il a été élu. Je trouve que après, on est passé de l'enthousiasme inconsidéré, je dis globalement dans l'opinion, à une espèce de condamnation en disant qu'il avait presque été pire que Bush. Bon, il ne faut pas exagérer non plus. Et il a empêché l'intervention en Syrie. Bon, c'est quand même, il a résisté à Clinton qui voulait une intervention ouverte. Il a cédé sur la Libye, bon, il a eu tort. Il a envoyé les Français et les Britanniques en première tête, en première ligne, puisque c'était sa théorie du leadership from behind. Bon, donc ça, effectivement, ils l'ont mis en œuvre. Mais c'est une situation qui est absurde. Voilà, il ne faut pas continuer dans ces positions-là. Alors Israël, maintenant, a les coups des franches, parce que Israël a une logique qui n'est pas tout à fait celle des États-Unis, mais qui la rejoint. Israël, depuis le plan Oded Yinon, a eu une idée. Alors on nous dit ce plan, il n'a pas été suivi. C'est de la calomnie que dire qu'il a été suivi. Moi, je constate qu'entre le plan tel qu'il a été affiché au début des années 80 et ce qui s'est passé depuis, c'est effectivement à peu près pareil. Le plan proposait qu'on découpe plusieurs pays arabes en morceaux et on a découpé, confessionnalisé plusieurs pays arabes. On a fédéralisé l'Irak, on a coupé le Liban en zone confessionnelle, on essaye de faire la même chose en Syrie et on a cassé la Libye. Bon, tout ça, c'est seulement la vision d'Israël, c'était une vision régionale. C'est-à-dire, c'était de dire nos adversaires, nos ennemis, on les coupe en tranches. Et dans le même temps, on essaye d'étendre le territoire d'Israël. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups, diviser pour régner. La vision américaine, ce n'est pas une vision régionale, c'est une vision mondiale. Et eux, ils vont jusqu'à l'Afghanistan. Bon, donc ils voient plus grand, parce qu'ils sont plus grands et qu'ils n'ont pas les mêmes ambitions. Donc dans cette affaire-là, c'est assez clair. On a vu que les derniers terroristes qui étaient coincés dans la dernière prise d'une précédente ville par le régime syrien, on a vu qu'ils ont été exfiltrés par l'armée israélienne. C'est pas une théorie, ça a été vu, ça a été dit, ils les ont pris, ils les ont mis dans les avions pour les sortir. Avant, c'était les adversaires d'Israël qui le disaient. Maintenant, c'est tout le monde qui le dit, y compris Israël qui l'assume. Bon, donc, moi, je dis qu'il y a une certaine logique derrière. Et la logique, c'est vouloir faire tomber le régime syrien. Tous les régimes baassistes indépendants ont été mis sur l'axe du mal. Bon, alors, moi je ne dis pas qu'ils étaient bien, je dis simplement que c'était au pays de décider et au peuple de décider s'ils veulent renverser leurs dirigeants ou pas. Ce n'est pas à l'extérieur de le faire. Ça, c'est la charte de l'ONU. Pensez-vous que la victoire de la Syrie et de ses alliés mettra un coup d'arrêt au projet de destruction des structures étatiques du Moyen-Orient? Je n'en sais rien. Je ne lis pas dans le mar de café. Je crois que la bataille politique n'est pas finie. La bataille militaire est en train d'être gagnée par le régime, mais ce n'est pas fini. Parce que, d'une part, on continue d'armer les groupes. Bon, même si on dit qu'on ne le fait plus, on sait qu'on le fait encore. Deuxièmement, la Turquie joue un rôle assez obscur. C'est un jeu à plusieurs bandes. Il joue au moins en 3 bandes. Le projet, c'est effectivement, là aussi, d'affaiblir la Syrie. Sauf que les Russes et les Turcs sont à la fois alliés et à la fois rivaux dans cette opération. Donc ça rend la situation assez compliquée. Moi, je ne sais pas ce qui va en sortir, parce que je ne connais pas l'avenir. Je constate simplement que la Syrie est le lieu, c'est un peu un laboratoire. C'est un laboratoire régional où tout le monde a testé ses capacités et les limites de ses capacités. Mais ce n'est pas simplement les Russes dans cette affaire. On oublie quand même que dans cette opération-là, d'abord il y a les alliés des Russes, de l'OSCE, bon, qui sont là. On dit toujours les Russes, non, c'est quand même les Russes et ses alliés. Et là derrière, il y a les Chinois. Les Chinois sont présents en Syrie. Ils sont présents de façon moins spectaculaire, mais ils sont là en appui. Ils ont leur service de renseignement. Ils sont prêts à reconstruire le pays. C'est apparemment eux qui sont en tête de liste pour reconstruire. Et ils ont fait savoir que, le cas échéant, ils apporteraient le soutien de leur marine et de leur aviation s'il le fallait. Donc c'est quasiment l'Occident contre tous les autres qui sont dans cette manœuvre. Alors justement, à propos de l'Occident, que pensez-vous du traitement de l'information par les médias mainstream en France tout au long de ces 7 années de guerre? C'est calamiteux. C'est calamiteux. Vous avez des émissions qui sont faites sur des chaînes théoriquement culturelles comme Arte sur la Russie, où il n'y a aucun défenseur de la Russie, sauf exception.
Vous avez différents niveaux de critiques. Vous avez les critiques radicaux, vous avez les critiques modérés, mais vous avez rarement... alors il y a quelques exceptions rarissimes, mais c'est totalement partial. Et ce qui est assez curieux, c'est que malgré tout ça, quand il y a des sondages dans la population n'a pas l'air d'être autant russophobe que ce qu'on appelle les élites. Ce qui laisse à penser qu'il y a un certain bon sens dans le commun des mortels. Parce qu'avec tout ce qui est fait pour que les gens ne soient pas informés, regardez le fait que le livre de Guy Métan a été ignoré par les médias français. C'est quand même assez extraordinaire, hein, y compris l'humanité, je dirais. À ma connaissance, il n'y en a eu aucune couverture. Justement, pour conclure, vous pouvez nous présenter un livre sur... le Moyen-Orient. Il y a ceux de Luders qui sont en allemand. Alors celui-là, c'est le tome 2 qui s'appelle Qui sème le vent. Et c'est le tome 1. Et le tome 2, c'est Ceux qui récoltent la tempête. Et puis en français, le maître-livre, c'est celui-ci, le livre de Michel Rimbaud, qui a l'avantage d'être un homme de terrain, qui est un ancien ambassadeur de France arabisant, et qui fait toute l'histoire de la déstabilisation du Moyen-Orient en insistant sur le fait que la Syrie est la clé de voûte. C'est ce qui tient un petit peu l'ensemble, parce que c'est là où se trouvent concentrés les problèmes. Accès côtier, ressources naturelles, débouchés des oléoducs avec d'un côté la Turquie, le Qatar et toutes les puissances. On sait très bien que c'est parce que le régime syrien n'a pas voulu avaliser la proposition qatari de déboucher d'oléoducs que tout le monde s'est uni contre la Syrie, les pays du Golfe, plus les États-Unis, plus tous les autres, et qu'on a diabolisé, le régime. Donc il faut lire ça, c'est 700 pages, mais je crois que ces livres-là sont des livres de spécialistes qui valent mieux que ce qu'on entend avec les pseudo-experts à la télé. D'accord, merci. Merci à vous.